Je pense que nous sommes dans un moment où l'écologie va refluer. Parce que, à un moment donné, d'abord, les discours s'épuisent. Hein. Si vous dites que le Messie arrive et qu'il n'arrive jamais, bon, commencez à plus finir par... Vous y croyez plus. Et c'est un peu dans le cas, sur la catastrophe doit toujours arriver, mais bon, on la voit jamais arriver. Fin du mois contre fin du monde. Voilà. Et puis, il y a cette contradiction très importante, ça évidemment, parce que les objectifs aujourd'hui de décarbonation à tout prix sont complètement contradictoires avec le bien-être matériel de nos sociétés et avec la croissance économique, etc. Donc, vous avez aujourd'hui vraiment une contradiction entre le projet écologique, qui est vraiment un projet de décroissance aujourd'hui. Si vous voulez arriver à baisser de façon drastique le CO2 comme c'est prévu, vous devez décroître. C'est pas la peine de discuter. C'est comme ça. Et c'est ce que dit Jean Covici, il a raison, même si je critique. Hein, Non, puis il y a des effets mécaniques. À partir du moment où vous renchérissez considérablement le prix de l'énergie et vous réduisez la quantité d'énergie disponible, vous avez un impact immédiat sur le potentiel de croissance, sur le bien-être matériel des populations. Je veux dire, vous pouvez réduire ou résumer 99% de l'activité économique à des transferts d'énergie. 99% du PIB, c'est des transferts d'énergie. À partir du moment où l'énergie est moins abondante et plus chère, eh ben forcément, vous êtes dans la décroissance. Voilà. Mais vous êtes dans une décroissance qui n'est pas nécessaire immédiatement. Si vous voulez, c'est ça la grande différence. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Il y a des limites à la décroissance. Et les limites à la décroissance, c'est le fait qu'on est encore dans une société d'abondance au niveau énergétique. Le pétrole est à $80, je crois. Le baril. Le baril. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que finalement... Et il l'est parce que les pays producteurs limitent leur production pour maintenir le pétrole à les cours à un niveau pas trop faible pour eux. Voilà. Et donc, si aujourd'hui il y a des révoltes, parce que si vous voulez, il y a une décroissance qui est tout à fait acceptable, c'est celle que vous devez subir par nécessité, encore une fois. Quand c'est la guerre. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. C'est que si, par exemple, on manque vraiment de pétrole et qu'il n'y a plus rien, en gros, on est obligé de décroître. Donc, vous n'avez pas de révolte sociale, ça n'a pas de sens. Vous avez une adaptation de la société. Enfin, il peut y avoir des violences liées à tout cela, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais là, comme d'une certaine manière, on voit pas... La décroissance est un projet injustifié au vu des circonstances, eh bien, vous avez commencé à avoir une contestation du projet écologique. Et ça, on l'a vu avec la... Est-ce que ça veut dire que le succès de l'idéologie écologique ou écologiste est finalement seulement restreint au cercle de pouvoir? Ça veut dire que ce que vous expliquez là, c'est que une partie de la population, une grande partie, voire la majorité de la population, est pas convaincue par la fin du monde, on va dire, la proximité ou le risque de fin du monde. Ce qui veut dire que le succès de l'idéologie écologiste, qui est celle-là, hein, il y a une urgence absolue, en fait, ne s'est pas diffusé dans l'opinion à une échelle très large. Alors, oui et non. Même s'il y a une différence générationnelle que vous expliquez. Il s'est diffusé, mais il y a une différence entre l'admettre intellectuellement, même si c'est une fausse idée, parce qu'on peut être convaincu d'un truc qui n'existe pas, mais bon... et puis le supporter au quotidien, c'est-à-dire il y a ça aussi, c'est-à-dire que voilà, on va vous dire qu'il faut plus avoir de voiture, il faut plus prendre l'avion, il faut se limiter ses consommations, etc. Il faut. Alors il y aura les militants, ils seront très contents, les bobos parisiens, ce que vous voulez, parce qu'ils vont trouver un nouveau projet de vie. Mais quand même, ça va être dur. Et puis il y a des gens qui sont, je dirais, dans des situations pires que les nôtres, j'allais dire, et qui sont vraiment on a vu les gilets jaunes, la révolte des gilets jaunes n'était pas uniquement, c'était une révolte liée aux taxes sur l'écologie justement. Mais c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pauvreté dans notre pays, en Europe, et il y a des gens qui ont plus de mal. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile le truc classique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un appauvrissement lié à la raréfaction et à l'augmentation des prix de l'énergie, ça pèse le plus sur les gens qui ont le moins de moyens, c'est mécanique. Et qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? C'est la contestation qui commence à poindre, c'est la remise en cause des pactes. Du pacte écologique, d'une certaine manière, symbolique en France, et le pacte vert européen, le Green Deal, qui a été beaucoup critiqué. Et les révoltes sociales qu'on commence à voir, liées aux questions écologiques, ce sont les limites à la décroissance qui se manifestent.
Parce que là, ça devient insupportable, ça commence à devenir insupportable. Et donc, vous avez eu cette fameuse, ça a eu une conséquence, si vous voulez. Enfin, moi, j'y vois un signe, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est effectivement que l'énergie, ça c'était le thème de ma dernière chronique, on fait le lien avec le numéro qui vient de sortir. Donc, le ministère de l'écologie a perdu l'énergie. Donc, vous voyez, peut-être qu'on est en train de revivre le reflux de l'écologie. Et c'est peut-être un premier signe, puisque donc, d'abord, on a créé un ministère de plein exercice de l'énergie. Donc, on a sorti l'énergie du ministère de l'écologie. C'était Madame Pannier-Runacher, qui était ministre de la transition énergétique, voilà, de transition énergétique, à côté du ministère de la transition écologique. Voilà. Et au dernier remaniement... Qui était pour, on va dire, souligner l'importance de l'énergie, mais tout en le maintenant dans la même logique. Moi, j'étais favorable à cette décision, pour les raisons que j'ai expliquées. Et j'étais encore plus favorable, d'une certaine manière, au dernier remaniement et au fait que l'énergie rejoigne le ministère de l'économie. Revient au ministère de l'économie. Comme c'était la situation antérieure au ministère de l'écologie, finalement, et à 2007, je crois. Il faudrait regarder exactement. Donc c'est une affaire trop importante pour la confier seulement aux écologistes. En tout cas, l'écologie aura toujours la même façon de penser. Donc, elle aura ses obsessions et elle déterminera sa politique en fonction de ça. Et donc, c'est dangereux, effectivement, de mettre des politiques aussi cruciales pour notre bien-être dans la main d'écologistes ou d'environnementalistes, ou ce que vous voulez. Non, il vaut mieux que l'environnementaliste ait moins de pouvoir, mais soit la mouche du coche, quoi. Alors, pourtant, il y a quand même une contradiction. Ce que vous venez de décrire est une réalité. Il y a pourtant une contradiction qui est que, alors l'entrisme n'est pas le bon mot, mais on trouve maintenant dans les lieux de pouvoir économique et politique, enfin politique d'abord et économique ensuite, des gens qui sont sincèrement convaincus de l'urgence écologiste, et on les trouve à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Ce qui veut dire que la pression et la volonté de mener donc des politiques restrictives et d'aller même vers la décroissance, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, oui, ça c'est vrai. On est dans un combat politique là. Oui. Alors moi j'y vois d'abord comment dire, je vois cette exfiltration de l'énergie du ministère de l'écologie comme un symbole d'une perte de pouvoir de l'écologie, mais je me trompe peut-être. Un premier coup d'arrêt. Voilà, c'est mon explication parce que ça fait très longtemps que je développe cette façon de penser, si vous voulez, sur l'écologie, l'environnement, etc. Et je vois peut-être ce que j'ai envie de voir, je ne sais pas. Donc, mais effectivement, vous avez raison. L'objectif de décarbonation reste là, malgré le fait que ce soit sorti du ministère de l'écologie. Ça, c'est évident. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est ce que vous signalez à l'échelle française. On voit ça aussi à l'échelle européenne. Pas des changements internes d'organisation politique, on va dire, mais on voit bien dans la volonté d'atténuer un certain nombre de décisions prises lors du nouveau pacte vert, le New Green Deal, notamment en matière agricole, on voit bien. Oui. Donc là aussi, il y a une adaptation aux contraintes politiques et sociales et finalement au risque de voir prendre le pouvoir dans un certain nombre de pays des formations politiques fortement opposées à la transition ou aux modalités de la transition. Oui, c'est un peu ça qui risque de se passer. Hein. Donc moi je pense que si on réfléchit, si on essaye de penser à ce qui se passera dans l'avenir, il y a des chances que le ministère de l'écologie redevienne un ministère de l'environnement, parce qu'il va y avoir tellement de frottements, tellement de limites à la décroissance, que finalement on va être obligé de penser autrement. Et logiquement, on va voir les transports, parce que vous savez, dans les transports et dans le logement, il va y avoir des gros problèmes aussi. Il y en a déjà. Hein. Sur le logement, il commence à passer des normes, etc., de plus en plus drastiques pour que tous les appartements, maisons, etc., soient en catégorie A pour... Non, mais ça fonctionne très très mal. Donc, on a eu de multiples réformes, par exemple, de MaPrimeRénov', on a eu de multiples réformes de DPE qui permet de mesurer la quantité d'énergie dépensée dans les logements et dans les bâtiments et de les classer en fonction de leur efficacité énergétique. Ça fonctionne pas. MaPrimeRénov' s'est effondré. On a une crise de l'immobilier qui est très violente en France. Donc, on voit bien que on va dire les contraintes sont très lourdes dans ce domaine-là, et l'immobilier, le logement, le bâtiment, ça a un poids économique considérable. Et en matière de transport,
les choses deviennent aussi très compliquées, notamment parce qu'on n'arrive pas à développer le ferroviaire, notamment parce que le passage à la voiture électrique est compliqué. Donc, dans les deux domaines que vous indiquez, on se heurte à on va dire, à des difficultés économiques et techniques. Pardon. Absolument. Et donc, on va peut-être voir ce changement-là. Cette exfiltration aussi de ces thèmes-là du ministère de l'écologie. Et puis, bon, faut quand même dire que ce qu'on n'a pas dit finalement, que comme la révolte agricole, bon, l'agriculture a beaucoup de problèmes économiques, ça c'est clair. Il faut pas mettre tout sur le dos de l'écologie. Mais quand même, c'est une des grandes revendications de cette crise, c'est quand même les normes écologiques qui vont trop loin. Alors, il se trouve que l'agriculture n'a jamais été dans le ministère de l'écologie. Quoique, à un moment donné, vous avez eu la pêche. C'est resté quelques mois, mais il y a eu des tentations de mettre l'agriculture dans l'écologie, parce que c'est tout à fait dans la logique. Et on a échappé à ça. Mais vous avez eu à un moment la pêche quand même. Et dans d'autres États, justement, il faudrait regarder. Je crois que vous avez des problèmes de ce type-là. Et donc, quand même, la crise agricole est liée aux normes écologiques en grande partie, en fait, parce que ça devient insupportable au quotidien, parce que les règles, en plus, deviennent délirantes, etc.